Donc, autour de la table, Erwan Tizan. Salut Erwan. Bonjour Stéphane. Directeur des études de l'Institut Sapiens. Luc Breton. Salut Luc. Salut. Fondateur de Next Gen Enterprise Summit. Et puis Bruno Maisonnier. Salut Bruno. Salut Stéphane. Another Brain, intelligence artificielle. Alors, parlons tout de suite du nucléaire, parce que je le disais en sommaire, moi ça y est, j'ai fait le tour du sujet, il ne m'intéresse plus. Donc, je vous laisse parler. Vas-y, Erwan, à part que de temps perdu, qu'est-ce qu'on peut dire encore de nouveau sur le nucléaire? Ouais, il y avait un article très sympa ce matin dans le Figaro de Bertille Bayard, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le récit de la conversion d'Emmanuel Macron au nucléaire, justement, depuis 2014. Et en fait, on peut mettre ça un peu en parallèle avec le désamour et l'espèce d'amour-haine qu'il y a eu en fait, entre l'appareil public, l'appareil d'État et justement cette formidable technologie qu'aujourd'hui tout le monde nous envie. On est en train peut-être de casser notre jouet EDF. On va le reconstruire, là, ça y est. On va le reconstruire, mais bon, c'est que de temps perdu et surtout c'est dommage parce qu'on a fortement affaibli justement un acteur qui jouit d'une crédibilité internationale extraordinaire. Aujourd'hui, pas un seul réacteur nucléaire ne se construit dans le monde sans justement qu'il y ait un ingénieur EDF qui soit pris comme consultant. Donc peut-être que, je pense que le nucléaire, effectivement, on a tout dit, mais pour résumer, je pense que malheureusement, c'est un peu le défaut de la France là-dessus. On a eu raison beaucoup trop tôt. On a une technologie d'avance que personne n'a vue justement à maturité avant nous. Et on s'est dit, peut-être que si personne ne le fait, c'est qu'on a forcément tort, alors qu'en fait, on avait juste raison avant tout le monde. Souvenons-nous qu'au moment de son introduction en bourse, EDF, ce qui était peut-être une connerie, mais EDF était à un moment la première capitalisation boursière de la place Exactement. de Paris. Ce qui énervait énormément d'ailleurs à l'époque Christophe de Margerie, le patron de Total. Bruno, j'adore ta formulation, que dire on a un peu fait le tour. Ouais, moi, je trouve qu'on a un peu fait le tour, on sait où on va. Enfin, voilà, il y a... j'aime pas bien la formulation on avait raison avant tout le monde, parce que ça c'est un truc aussi de start-upper. C'est une start-up qui se plante, c'est parce qu'elle avait raison avant tout le monde. Non mais c'est pas une start-up EDF, Bruno, je sais bien, mais je veux dire le message de dire on avait raison avant tout le monde, mais ils sont pas plantés. Non, mais ça veut juste dire qu'on n'a pas réussi à le transformer, à le faire. On les a plantés, ça. On les a plantés, c'est l'État actionnaire, c'est effrayant. Par contre, il y a une petite remarque de Perlevat dans les Échos sur le rôle, et moi ça c'est un sujet qui me tient à cœur, mais même sur d'autres sujets. Alors attends, je vais le lire, effectivement c'est intéressant. Donc Jean Perlevad, qui a été à un moment dirigeant du Crédit Lyonnais, enfin pas la mauvaise période du Crédit Lyonnais, la période de redressement et d'affrontement contre Bernard Tapie, donc qui écrit régulièrement dans les Échos, notamment sur des sujets de gouvernance. Il parle donc des dernières obligations faites à EDF de vendre 20 TWh supplémentaires d'électricité, qu'elle n'a plus d'ailleurs, à ses concurrents. Alors il écrit « La responsabilité tant individuelle que collective des administrateurs est engagée. D'après les statuts même d'EDF, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Et donc Perlevad écrit « Étant donné tout cela, le conseil d'administration devrait démissionner comme un seul homme, massivement. » Enfin, personnellement, je pense qu'il a absolument raison. Oui, moi aussi. Et je pense que la responsabilité on va dire des politiques, mais de premier rang ou les seconds couteaux de politique, est un sujet hyper complexe. On voit bien Édouard Philippe, il sort à peine de Premier ministre, paf, il se fait attaquer sur le Covid. Et donc, forcément, ça frise tous les autres qui, depuis, passent leur temps à se protéger. Puis, à contrario, je sais pas, si je prends des sujets comme l'éducation nationale, où on a tous vécu la méthode globale, pendant un moment, c'est ce qu'il fallait faire. On a sacrifié des générations de gamins. Maintenant, on sait que c'était vraiment des conneries dogmatiques. Mais qui est le responsable de ça? Il y a bien eu des responsables. Et je trouve que la responsabilité des politiques, c'est un sujet vachement complexe. T'as raison. Mais il y a quand même, disons-le, alors je ne sais pas, je ne veux pas employer des mots trop forts. Ils ont des responsabilités. Hein, mais une forme de lâcheté de la part du conseil d'administration. Oui. Alors oui, protester très fortement, mais finalement de laisser faire. Ouais. Après, je ne sais pas si une démission collective paralyserait le processus, j'en sais rien. Luc ? Moi, je pense qu'il y a un manque de courage absolu dans ce dossier, côté politique, côté économique aussi. On n'aurait jamais dû fermer Fessenheim. C'est une centrale qui pouvait encore durer un bon moment. On avait une expertise. Alors moi, il se trouve que je suis président du conseil d'administration d'école d'ingénieurs qui est à Marseille, qui travaille avec Cadarache, qui est probablement un des lieux de recherche sur le nucléaire au monde les plus avancés, sur lequel on imagine le futur du nucléaire, qui n'est pas ce que l'on connaît, ce que l'on maîtrise aujourd'hui, qui va permettre de générer à partir d'atomes des quantités d'énergie qui ne sont plus dans l'imagination linéaire
de ce que peut produire le nucléaire, qui vont complètement disrupter ce que l'on connaît aujourd'hui probablement, qui sont des programmes mondiaux. Il n'y a pas que les Européens qui investissent à Cadarache dans le futur du nucléaire. Je pense qu'on avait une filière là d'ingénieurs français extraordinaires, très en avance, qui allaient installer ces filières avec sûreté en Chine, au UK, partout en Europe, dans le monde, pour faire simple. On a fait du stop and go avec une certaine lâcheté. Aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que finalement, les vrais écologistes se rendent compte que là, on a quelque chose qui peut nous permettre de baisser l'impact carbone drastiquement sans faire du washing. Il ne faut pas oublier, je discutais encore avec un investisseur dans les startups, que pratiquement toutes nos fameuses licornes françaises, là, les 26 dont on est si fiers, et on a raison de l'être, elles tournent sur du charbon qui alimente des data centers qui sont en Irlande. Donc on a un grave problème de cohérence. Je pense que le nucléaire, de ce point de vue-là, nous permettait de tirer notre épingle du jeu, d'être à la fois fort sur l'impact, fort sur la technologie et de préparer l'avenir. Et qu'on a fait du stop and go ridicule. On s'est fait redoubler probablement par les Asiatiques et les Chinois en particulier là-dessus, les Russes également. Tu sais que c'est quand même terrible. Et tu le sais en tant qu'ingénieur, c'est que sans doute, alors c'est le patron d'Assystem qui était venu nous le dire quand on avait fait, donc qui lui est un des grands groupes d'ingénierie qui va organiser notamment les chantiers de cette relance nucléaire. Et en termes de compétences, c'est sans doute les Russes qui vont venir construire une partie de nos réacteurs. On en est là aujourd'hui. Oui, mais voilà. non, mais c'est intéressant. C'est juste intéressant de le et en 2000, la France était leader mondial des drones. Aujourd'hui, on est derrière les Américains, les Turcs, etc. Bon. Mais c'est le passé. Ce qui est intéressant, c'est l'autre sujet aussi sur France 2030. Alors allons-y. Parce que ça, c'est l'avenir. Alors allons-y. Ça, c'est bien ça. Mais Bruno, moi, je pensais à toi. Tu fais quoi? Donc, alors, je redonne. Je l'avais donné hier. Moi, je trouve ça très intéressant, ou avant-hier, on en avait parlé. Donc, Bruno Bonnell. Tout le monde connaît Bruno Bonnell, entrepreneur, historique notamment du jeu vidéo, Atari, Infogrames, entrepreneur lyonnais, investi dans la robotique, et qui donc est en charge du plan France 2030, 50 milliards d'euros à peu près, puisqu'il y a des restes des plans précédents. Et donc il dit, nous ne chercherons pas de retour sur investissement, ce qui est soit dit en passant une logique radicalement inverse à celle de la BPI. 50% des sommes doivent être fléchées vers des acteurs émergents et il faut reconnaître à l'État le droit à l'échec. Bruno, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je trouve que c'est génial ce projet France 2030, on va voir comment ça se passe. Mais ce mode d'emploi... Oui, mais justement, à cause du fait que c'est piloté par Bruno Bonnell, c'est-à-dire quelqu'un qui a une énergie, une intelligence et qui connaît un peu ces sujets. Après, il a ses points de vue comme tout le monde, mais c'est quelqu'un qui est bien à la bonne personne. Notamment tes sujets de robotique, là, il connaît bien. Oui, mais pas que, il connaît la techno plus globalement. Après, je pense qu'un des problèmes qu'avait, on va dire, la France et d'autres, c'était qu'en face, on a des Américains où il y a des milliardaires qui ont gagné de l'argent dans des générations d'Internet, etc., qui du coup peuvent parier sur leur fric personnel. Alors que nous, on est obligé d'avoir on a toujours des mandants, qu'on soit un fonds d'investissement, le gouvernement, et on a des gens à qui on rend des comptes. Et donc, ça empêche de prendre des paris. Voilà. Et donc ça, je trouve génial de prendre des paris. Et donc l'État doit se comporter comme un milliardaire américain, quoi, comme un milliardaire de la tech. Non, mais j'aime bien l'image. Si on veut être en avance, si on veut sauter des générations, ça suppose de prendre des paris. Parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va être. Et donc, prendre des paris, ça veut dire accepter de perdre de temps en temps. Donc, prendre des paris et ne pas saupoudrer, mais concentrer sur certains. Et ça, je trouve ça génial, je trouve que c'est essentiel, c'est vachement bien joué. Et avec Bruno Bonnell qui pilote ça, je trouve que l'État se démerde bien. Et vis-à-vis de BPI, c'est un mode de fonctionnement radicalement différent. Mais du coup, c'est bien d'avoir une complémentarité et d'avoir les deux. Moi, je trouve ça bien. BPI à l'époque, non, et puis BPI à l'époque, Nicolas Dufourcq, donc le patron de BPI, à l'époque, son obsession, c'est de retirer la main politique du Grisby, tu vois, voilà. Oui. Et il y a la main de Ségolène Royal, on s'en souvient. Donc l'idée de dire, c'est l'argent des Français, faudra le leur rendre, pas question d'investir dans les canards boiteux, etc., etc. Je crois que c'est surtout pour sortir les politiques de cette affaire. Prendre des paris, c'est essentiel. Si on veut faire sortir des technologies qui sont pas comme tout le monde et donc qui sautent des générations, ce dont on a besoin. Parce que les autres, ils sont plus gros, plus riches et donc ils feront toujours mieux que nous. Sauf si on saute des générations. Et ça, c'est prendre des paris. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Luc, tu es d'accord? Moi, j'ai une confiance totale en Bruno Bonnell, que je connais très bien. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît ces sujets. Il n'aurait pas fallu un gars de 30 ans.
Non, parce que il a l'expérience des échecs aussi. Il a fait des choses, il s'est planté, il a trébuché, il a pris des coups. En plus, il connaît maintenant bien le politique. Et pour en avoir discuté avec lui de manière très franche, je pense que voilà, il s'attendait pas à la rudesse et au caractère quand même pénible. Alors, ce qu'on a discuté ensemble aussi, il faut le dire, à l'ennui profond d'un certain nombre de journées dans les ministères, à s'appuyer des discours lénifiants sans queue ni tête. Voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a à la fois l'expérience technologique, l'expérience maintenant du politique, qui a vu le vrai visage du politique. Et franchement, moi, tous les matins, je me dis... que je les supporte de tout mon cœur parce que j'aimerais pas être à leur place. Mais vraiment, c'est pas condescendant, c'est vraiment de l'admiration que j'ai pour eux de s'engager comme ça dans la politique. Et sur l'âge, ce que vous avez dit tous les deux, je trouve ça important. Il s'est planté, Bruno. Mais tant mieux. C'est-à-dire que la question, c'est pas un problème de se planter si on en tire des leçons. Et il est capable il le fait. Parce qu'on passe son temps à critiquer les Français collectivement, qui ne parient que sur les gens qui réussissent. Là, il y en a un qui s'est planté de temps en temps, pas tout le temps, mais qui s'est planté de temps en temps, qui en a tiré des leçons, et je trouve ça bien. Et c'est vrai que l'âge amène aussi ça. Et il a vu, notamment dans la robotique, puisque moi, quand j'étais patron de l'innovation d'Orange, on parlait beaucoup des robots, et il a vu à quel point, quand même, certaines choses prennent beaucoup plus de temps que prévu, d'autres, au contraire, vont plus vite. Donc cette expérience, il l'a, et je pense que ce qui est important dans les facteurs clés de succès que tu as rappelé, c'est d'investir sur des technos et des équipes émergentes qui ne sont pas encore dans les magazines ou qui n'ont pas encore levé, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment un facteur clé de succès. Et puis accepter de perdre, c'est la base de l'innovation. Sinon, il faut faire autre chose. Voilà, mais mais tout ça est très intéressant. Donc moi, je valide. En tout cas, allez presque finir par me convaincre de l'utilité de ce bousin. Erwan, j'espère que tu vas me ramener sur des terres plus dynamiques. L'idée de dire, mais c'est pas le boulot de l'État de faire ça, forcément, il va être pris dans une masse de conflits d'intérêts considérables. Et tout Bruno Bonnell qu'il est... Je ne sais pas si tu peux résister. Erwan, à quoi tu penses, toi ? Non, moi je suis d'accord avec mes camarades. Compte pas sur moi pour désinguer ça. Mais... alors, je vais être tout seul à le désinguer. Non, déjà la logique est super. Et puis moi, je me rappelle de Bruno Bonnell. Moi, je l'avais suivi un petit peu quand il était chez Navia, quand il était proche de Navia, notamment à l'époque, parce que je m'intéressais déjà à la voiture autonome. Mais il a donné une interview au 15 août, quelque chose comme ça, 2017, dans l'Opinion, qui était absolument extraordinaire de fraîcheur, où il avait dézingué le milieu politique, l'Assemblée et même la majorité, en disant effectivement, ça faisait 2 mois qu'il était élu, en parlant justement du fait qu'en fait ils n'avaient pas de vision, etc. et que lui essayait d'apporter ça. Donc le fait qu'il ait à la fois connu l'échec, à la fois connu le succès et surtout connu à la fois l'inertie administrative, je pense qu'effectivement ça sera beaucoup mieux qu'un start-upper de 30 ans ou même un économiste de quoi que ce soit de 30 ans qui arriverait plein d'étoiles dans les yeux et qui malheureusement se prendrait là. Disons qu'il a déjà eu des déceptions, donc déjà ça pourra aider. Ensuite sur le côté, moi je pense qu'effectivement il a un petit peu un profil un petit peu du fond de pouvoir faire justement tampon par rapport aux politiques. Alors après, oui, et puis il est capable de claquer la porte, lui. Si jamais, mais pas... Tu vois, ce qu'un gars très très respectable, par exemple, je pensais à René Ricol qui pilotait le grand plan d'investissement de Nicolas Sarkozy, éminemment respectable, René Ricol. C'est avec lui qu'on avait monté notre opération formidable, 3 minutes pour convaincre. Il nous avait ouvert ses bureaux, il nous avait apporté tout le soutien qu'un homme de sa puissance pouvait apporter. Mais il n'aurait jamais claqué la porte. Il aurait toujours essayé d'améliorer les choses. Vas-y, continue. Donc c'est intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans cette inversion de la logique justement qu'on a par rapport au risque. On a finalisé un rapport sur la e-santé. On en a finalisé un sur la R&D qui sont dans les prochains jours. Dans pas mal d'auditions qu'on a pu faire, que ce soit à l'INSERM, à Pasteur, au CNRS, etc. On a eu quelques témoignages où ils nous expliquent que le vaccin contre le Covid, par exemple, comme un exemple vraiment flagrant parmi d'autres, on l'a vu en mars 2020. On avait la formule, on avait les adjuvants, on avait à peu près tout. Le problème, c'est qu'il fallait des fonds. Et quand ils sont allés voir justement que ce soit l'État ou voir la puissance, certains investisseurs privés, ils leur ont dit oui, mais il y a 90% de chances que ça échoue. On s'est dit oh là là, mais attendez, vous vous rendez compte, on ne peut pas mettre ne serait-ce que 500 millions d'euros dessus. Les États-Unis, ils ont eu la même formule, ils se sont dit il y a 10% de réussite, on y va, on fonce, c'est énorme. Et cette inversion, donc peut-être que l'histoire aurait été différente d'ici là, on ne va pas réécrire, on ne va pas faire de la téléologie ici, mais c'est cette logique justement d'inertie, cette fait de dire il faut absolument que je me protège du risque, qui est quelque part aussi lié au principe de précaution, qui est un principe de précaution financier, c'est très bien que ça s'inverse. Moi je dis banco, tu poses la question qu'est-ce qu'on ferait en France 2030. J'ajouterai 2 choses aux investissements effectivement ciblés, etc. Un mécanisme fiscal dédié justement aux ménages et aux entreprises. On a un de nos amis anglais
Nos voisins anglais ont fait un super... amis. Nos voisins anglais ont un super programme. On est en plein tournoi destination, Stéphane. D'accord, je Ça respecte. reviendra à nos amis dans 2 mois. On a justement... Ils ont un formidable outil qui s'appelle l'EIS, Enterprise Investment Scheme. C'est quoi? C'est qu'en fait, tout particulier, c'est plafonné, tout particulier qui investit dans une entreprise à fort risque, dans une start-up ou une innovation qui a un fort risque, il peut déduire de son impôt sur le revenu une partie justement de ses pertes. Bon, on n'avait pas, nous, qui... On n'avait pas, mais t'es dans des... Sur le même mécanisme. C'est plutôt comme un Madelin, mais qui serait avec des plafonds largement supérieurs. Bien supérieur au Madelin. C'est un multiplicateur de 1,8, 2 dans les études économétriques qui ont été faites sur place. Multiplicateur de quoi? Multiplicateur budgétaire, c'est-à-dire qu'en fait, quand ça a coûté 1 à l'État, en fait, ça a rapporté 2 derrière en recettes publiques et en PIB. Tu fais ce principe-là en disant du coup aux ménages qui n'ont pas du tout la culture du risque, car regardez les encours du livret A en France. Moi, l'État, je mets 50 milliards pour préparer 2030 sur des choses qui sont extrêmement risquées, extrêmement volatiles et tout. Suivez-moi, un petit peu comme un mécanisme de coassurance, comme avait fait le plan Juncker. Là, du coup, tu commences à infuser cette logique, et cette logique-là n'est plus partagée que par Bruno Bonnell, mais par des ménages investisseurs, justement, qui se disent le risque, c'est bien. Au début, l'État nous m'aide parce qu'on reste quand même en France, et après, justement, on peut développer ça. Ça fait penser au fonds commun de placement qu'a monté BPI France. Oui, tu sais, avec les 1500 lignes. Là, voilà, exactement. Ils sont sur 5000 lignes, je crois, d'ailleurs. 5000 lignes. Ouais. Tiens, il faudra qu'on fasse le point d'ailleurs, savoir si ça. Mais en même temps, tu pouvais investir 5000 balles maximum. C'était 5000 euros maximum. Oui, c'est ça, 5000 sur 1500, pardon. 5000 voilà. Mais c'était pas. Ça a été lancé dans une période aussi qui était pas forcément la bonne. Mai 2020, c'était. Il y a eu un. Non, mais savoir si. Il y a eu un vrai succès, il y a eu une vraie appétence au début, à tel point qu'en fait, ils avaient lancé un autre produit qui était similaire quasiment à cela. Mais il y a la place dans ce pays justement pour l'investissement risqué et de l'épargne, enfin de la cargaison cours d'épargne. Ouais, bien sûr. Sarko avait fait vachement intéressant avec l'ISF. Oui, c'était pas. Non, mais là, si je comprends bien, Erwan, c'est de dire, on a globalement les décisions d'investissement de France 2030 et on nous donne la possibilité d'aller d'en faire un projet de la nation, quoi. D'abonder. C'est la logique du plan Juncker, mais tu garantis le risque à hauteur d'un certain niveau par l'impôt sur le revenu. Tiens, alors puisque. Moi, je reste quand même très très réticent sur l'ensemble de ces bousins. Le simple fait qu'il reste encore de l'argent du plan Sarkozy, si tu veux, te montre que... Bon, c'est le seul truc, c'est que des plans robotiques, des plans Villani, des plans sur lesquels on met 3 milliards d'euros, puis on se rend compte, le plan suivant, que les 3 milliards n'ont pas été consommés, on les réaffecte ailleurs. Exactement. Là, il faut qu'ils consomment, là. Parce que sinon, ça fout tout en l'air. Mais voilà, exactement. C'est ça le sujet. Et là, je compte sur Bruno Bonnell. Et donc là, on a le CHIPS Act de la Commission européenne. Pour moi, c'est la même chose, tu vois. Bon, alors 43 000. Et alors, je me disais justement, je pensais au plan Juncker. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, le plan Juncker? Et ça devait refonder l'Europe, le plan Juncker. Et puis. Le plan Juncker, il y a pas mal d'études qui ont été faites. Il a été investi, effectivement. Il y a des centaines de milliards qui ont été investis au titre du plan Juncker. Alors, c'était 15 milliards à la base. C'était seulement 15 milliards. Mais en fait, c'est 15 milliards, mais avec un effet levier de x7, avec justement le co-investissement des investisseurs privés et certains investisseurs publics. Et après, il y avait un levier qui était cherché à plus 30, à x30, par justement abonder au niveau européen des différents ménages qui peuvent investir à travers différents dispositifs, à la fois publics et privés. Ça a été objectivement un échec. Et une réussite. Un échec, pourquoi? Parce qu'en fait, malheureusement, ça n'a pas été jusqu'au bout de la logique, malgré qu'il y a eu deux nouveaux abondements. Le plan Juncker a connu 2 ventilations nouvelles, avec justement un réabondement des fonds, parce que justement les fonds étaient... Mais ça a été un échec dans le sens où ça c'est pas devenu... Son objectif premier, c'était de devenir une politique communautaire à long terme, donc devenir un facteur d'intégration. Ça n'a pas été. Pourquoi? Parce qu'on connaît les majorités de blocage à l'Union européenne, etc. Il aurait fallu transférer certaines compétences politiques, etc. Mais ça a été une réussite d'un point de vue création d'emplois. On a vu plusieurs centaines de milliers de créations d'emplois directes. Ça, il y a plusieurs études économétriques qui ont été faites notamment par Eurostat, des créations d'emplois directes liées au plan Juncker et le développement de certaines innovations. Ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas tamponné, en fait. C'est que t'es pas... si effectivement, et je te fais toute confiance, il y a eu des centaines de milliers d'emplois en Europe créés grâce au plan Juncker, t'es pas le Intel Inside, tu vois, créé grâce au plan Juncker. Mais tu les as, Stéphane. Moi, je n'en sais rien. France Stratégie même avait fait aussi un rapport dessus, mais le problème, c'est que derrière... Faut lire l'ensemble de ces rapports, t'es le seul à les lire. Parce que malheureusement, c'est mon boulot. Ben oui, je sais bien. Mais tu vois, tu as toutes ces créations-là, et derrière, le problème, c'est que le politique arrive. Le politique, par exemple, le président de région, le président de département, il dit non, regardez, il y a eu tant d'emplois créés. Non, mais ça, c'est moi, en fait. C'est moi, parce que derrière, en même temps, sur la même période, j'ai créé 3 ronds-points, et corrélation vaut causalité, donc forcément, les 3 emplois, et des 3 ronds-points, ils ont créé 5 emplois dans la boîte de robotique du coin. Parce que derrière, après, tu as des dérives politiques et en communication. Et l'Europe est très mauvaise pour communiquer. En tout cas, l'ancienne commission. Il faut ramener un truc un peu
en termes de rendement, parce que créer 300 000 emplois, tu dis plusieurs centaines de milliers, mettons 300 000 emplois, ça fait des salaires de l'ordre, tout compris, charges comprises, de 25 milliards par an. Donc j'en sais rien. Si en tout on a mis 100 milliards pour obtenir ça, c'est moyen quand même. Donc il ne suffit pas de dire que ça a créé des centaines de milliers d'emplois pour que ce soit efficace. Certes, mais tu ne le sais même pas que ça a créé des centaines de milliers d'emplois. Tu vois, voilà. Et sinon, Chips Act, Luc, donc l'Europe veut investir 43 milliards pour quadrupler sa production de puces. Il y a un plan US à peu près comparable à 52 milliards de dollars. TSMC, à lui tout seul, sur l'année 2022, donc le fabricant taïwanais, c'est 36 milliards d'euros. C'est un peu ce que tu disais. Voilà. Oui. Alors là, c'est pas un milliardaire, mais c'est des géants. Ouais. L'Europe, pour ça, va assouplir les règles sur les aides d'État. Les groupes extra-européens fabricants en Europe seront éligibles à ces aides. Et le CHIPS Act, donc, qui a priori doit travailler sur la prochaine génération, ce que tu disais, Bruno. Ils veulent aller jusqu'à 2 nanos et en dessous du 2 nanos. Voilà. Et c'est top en termes de technologie. Donc, autorisera l'Union européenne en cas de crise à bloquer les exportations. Pour moi, le CHIPS Act, c'est fondamental. C'est comme pour les infrastructures télécom ou de communication. Je pense que Thierry Breton est à la manœuvre. Oui, totalement. C'est son plan à lui. Atos, il connaît bien le sujet. On est sur de la souveraineté fondamentale. Et si on n'a pas les moyens de production, soit d'acteurs extra-communautaires, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on ait un acteur communautaire ou plusieurs acteurs communautaires qui soient capables de produire ça avec l'IP, donc la possession des brevets sur ces chips le plus rapidement possible. Et si ça doit mettre 20 ans, il faut s'y mettre maintenant. Mais pour moi, c'est un no-brainer, il n'y a pas à réfléchir. Il faut absolument que l'Europe soit souveraine sur les chips. Et c'est du domaine de la puissance publique. Elle est parfaitement dans son rôle. Elle est parfaitement dans son rôle pour s'assurer que d'ici 15-20 ans, on soit totalement souverain là-dessus. Sur des chips de nouvelle génération, ça me paraît le minimum. Probablement en 2 phases, avec premièrement de la production en Europe, localisée physiquement en Europe, de savoir-faire extra-communautaire, et puis tout de suite après, dans la foulée, et c'est ça le plus important, des productions d'entreprises communautaires dont les capitaux ne sont pas liés d'une manière ou d'une autre, soit aux États-Unis, soit à la Chine ou au Japon. Et il faut qu'on soit absolument souverain là-dessus. Ça me paraît la démarche, là, c'est quand même, si Intel veut investir massivement, ils vont avoir le pognon quand même, Intel. Et moi, je trouve ça assez intéressant parce que tu as tellement de retard. Encore une fois, je n'oppose pas les deux. Je dis il faut faire les deux en parallèle, mais s'assurer que d'ici 15 à 20 ans, ils captent pas tout, quoi. On est quelques acteurs qui aient une part de marché accessible, qui soit réservée à ces acteurs communautaires, tout comme sur les autres couches de la chaîne de valeur IT. On en reparlera probablement. Ça me paraît fondamental. Bruno, ça tombe bien que tu as un truc à dire, parce que tu es là pour ça, figure-toi. Vas-y. La volonté, l'envie, le besoin, je trouve ça très bien. C'est des montants colossaux d'investissement, donc pour amorcer la pompe que la puissance publique européenne met au bout, je trouve ça bien. Mais alors, la dernière phrase de ce que tu as dit, pour moi, ça hypothèque tout. Ça dit, en cas de crise, on pourra bloquer les exportations, les garder pour nous, quoi, comme les vaccins. D'accord, donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es une entreprise chinoise ou russe, etc., tu vas jamais faire fabriquer par ces gens-là, parce que tu sais pas ce qui peut se passer demain. Si tu es une entreprise américaine, n'oublions pas, on est potes avec les Américains, mais enfin c'est quand même notre plus gros ennemi. Non, mais c'est du donnant-donnant. Tu accèdes à un marché. Non, mais tu accèdes à un marché. Laisse-moi finir. Et donc tu as des droits de production. Je comprends ton truc, mais laisse-moi finir. Moi, je pense qu'ils auraient dû dire l'inverse. Ils auraient dû dire, le politique n'est pas là-dedans et c'est indépendant du politique, moyennant quoi ça nous aurait donné des capacités beaucoup plus grandes en termes de capacité de production, de volume, etc. Et ce qui nous importe, c'est pas forcément d'abord d'aller faire chier les autres. Ce qui nous importe d'abord, c'est de garantir notre autonomie et notre souveraineté. Évidemment. On l'aurait eu pareil. Tu crois pas qu'avec ça, parce qu'on est quand même un marché conséquent, même si en fait je réalise pas tant que ça, parce que c'est ça qui est très très intéressant d'ailleurs, ce dont je ne me rendais pas compte, ce que disent des acteurs, parce qu'on a quand même ST Micro, Soitec, etc. Puis, en Italie, il y a aussi des acteurs importants. Le problème, c'est que notre industrie microélectronique, notre industrie est tellement détruite. En fait, il reste en gros que l'automobile, quoi, comme gros acheteur, et l'automobile n'est pas un si gros acheteur que ça de puces, ce qui explique d'ailleurs pourquoi TSMC, le Taïwanais, en a pas fait sa priorité, et pourquoi il se retrouve encore aujourd'hui dans une
crise d'approvisionnement dont ils ne sortent pas. Donc, tu ne crois pas que ça peut être, en disant ça, tu obliges aussi d'une certaine manière TSMC, Intel, etc., à venir construire des sites de production en Europe pour être sûr qu'ils pourront continuer à approvisionner le marché si jamais les choses devaient se tendre, tu vois ? Moi, j'aime bien l'idée, mais je pense qu'ils n'auraient pas dû mettre ce verrou politique à la sortie. Moi, je suis convaincu de ce que tu dis, Stéphane. Et puis, par ailleurs, je pense que le multilatéralisme politique est en train de s'imposer. On voit bien que les intérêts chinois, indiens, russes, japonais, américains, etc., tout ça diverge quand même allègrement. Les alliances classiques de la guerre froide sont beaucoup plus complexes aujourd'hui. Et donc ça va se traduire par des marchés qui sont accessibles. Et donc, des acteurs continentaux en Europe auront accès à ces marchés. On le voit bien sur l'armement. On a perdu les sous-marins pour les raisons qu'on a déjà traitées dans cette émission. On voit bien qu'on accède à d'autres marchés avec les Rafales. Et donc, de la même manière, puisque là, on est sur des sujets géopolitiques en réalité, pas uniquement technologiques, on va pouvoir accéder depuis l'Europe, parce qu'on a une position beaucoup plus neutre que certains des acteurs que j'ai cités, à des marchés gigantesques qui sont extra-communautaires. Donc, voilà. Erwan Moi, je crois Non, mais c'est intéressant, chacun donne son point de vue, j'adore. Erwan, un mot là-dessus? J'ai une position médiale là-dessus. La souveraineté, comme dirait l'économiste Raoul Prebisch, argentin, c'est de choisir ses dépendances. Vas-y, cite-moi, parce que j'ai jamais entendu parler d'un économiste argentin, donc redonne-moi son nom. Il s'appelle Raoul Prebisch, il est économiste argentin dans les années, si je ne dis pas de bêtises, 60, 50, 60, et en fait, il a eu beaucoup de travaux, notamment sur le commerce international. Il a alimenté les thèses, tout le théorème OLH, etc., les travaux de... Enfin, il a repris la prolongé les travaux de Samuelson, etc. Et c'est très intéressant. Très favorable au libre-échange. Très favorable au libre-échange. Et en fait, il disait que la meilleure souveraineté, du coup, c'est de pouvoir choisir ses dépendances. Comment tu parviens à faire ça? En te hyper spécialisant justement sur certains domaines d'activité, notamment créateurs de forte valeur ajoutée. L'Inde, par exemple, l'Inde a lancé ce qu'on appelle la diplomatie du médicament. On se rappelle, 13 mars 2020, il bloque l'exportation de paracétamol dans le monde entier jusqu'au mois de mai d'après, ce qui déclenche en France, en Europe et en France notamment, cette volonté de dire il nous faut des usines de Doliprane un peu partout. Et cette diplomatie-là, et moi je reviens à ce qui était dit, cette nouvelle carte, ce nouveau multilatéralisme, quelque part, il impose à l'Europe d'avoir là aussi, quelque part, un gage aussi d'échange. Si jamais demain l'Inde referme sur des adjuvants au vaccin en disant moi je ferme, on dira, très bien, vous fermez, par contre vous n'avez plus accès à tel et tel des produits. Vu que l'Europe aujourd'hui est un marché purement de consommateurs et peu de producteurs sur ces grandes valeurs-là, on n'a pas la possibilité justement de choisir nos dépendances parce qu'on est dépendant absolument à tout. Et donc, du coup, par de ce fait, on n'a pas de souveraineté. Intéressant. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas le dire. Mais oui, mais dans ce cas-là, il ne faut pas dire qu'on va bloquer. Mais après, je suis d'accord sur le volet politique, bien sûr. Etc. Mais tu dis surtout pas. Bon, après, alors là, on dérive sur l'art de la guerre, en fait, finalement. Oui, d'accord. Ben ouais, mais... Okay. Moi je suis quelqu'un d'autre. Je suis en Chine, je suis en Russie. En tout cas, je ne compte pas d'abord sur un fournisseur européen. Parce que je sais qu'il peut me bloquer. Ça, Bruno, je ne crois pas. Enfin, ils comptent tous sur un... vachement trop théorique. Ils comptent tous sur un fournisseur taïwanais, Bruno, dont on sait très bien la fragilité, quand même. Mais c'est un fournisseur taïwanais qui fait 60% du marché. Mais pour le moment, Taïwan ne fait que de l'exportation partout. Et donc c'est son truc, l'exportation. Il ne peut pas bloquer Taïwan. Donc au contraire, Taïwan ne peut rien bloquer. Maintenant, avec la Chine, ça change, mais Taïwan ne pouvait rien bloquer. Bon, il faut qu'on marque une pause.